Alors, les 2 ou 3 fois où je présentais ces films, qui est tout récent, je dis à peu près la même chose. Donc si quelqu'un était lundi à la Cinémathèque, je vais dire la même chose. Voilà. Et Qu'ils sortent tout de suite. voilà, oui, si quelqu'un était lundi, mais c'est ça, il sort tout de suite. Alors, comment on peut voir dans mes cheveux blancs, il y a très longtemps que j'ai fait des films, une 50aine d'années. Voilà, j'ai pensé l'autre jour que ça faisait un demi-siècle que j'avais fait mon premier court-métrage. Et toujours, j'ai fait des films noirs, plutôt noirs, ou très noirs, ou terriblement noirs, et complexes, déchirés, et encore. Pas celui-ci. Ouf. Ah non, attendez, moi, mais pas celui-ci. Celui-là est noir foncé. Celui-ci n'est pas noir. C'est un petit conte. C'est-à-dire, je suis au milieu d'un travail très grand, d'un film très noir dont je vous parlerai après, et au milieu de ce travail qui m'a déjà pris 10 ans. Et j'ai décidé qu'il fallait, pour mon retour, pour tourner à Buenos Aires, parce que j'ai tourné mon premier long métrage, Invasion, en 1968. Et donc, 48 ans plus tard, je suis revenu pour tourner celui-ci. Et celui-ci, c'est un petit conte diaphane, transparent, et qui appartient à un genre que nous chérissons, nous les gens de Buenos Aires, les gens de Rio de la Plata, un genre qui nous est propre, que nous appelons fantastique, et qui n'est pas le fantastique tel qu'on le conçoit. C'est pas Midi fantastique, c'est pas science-fiction, c'est pas... Voilà. C'est notre fantastique à nous, qui est une certaine façon de considérer, de regarder, d'appréhender la réalité apparente, visible. Quelque chose qui se cache derrière les images, des images qui se cachent derrière les images, et des sons aussi, derrière les sons. Je dis ça pour que vous n'attendiez pas à un de mes films noirs, d'abord, et que vous ayez cette complicité que cette manifestation fantastique qui est la nôtre demande des spectateurs. C'est une certaine confiance, ou une façon de se remettre dans les bras d'un certain genre de narration. Voilà. Qui, ma foi, n'est pas naturaliste, pas très réaliste, qui est ça, notre fantastique à nous. Donc, vous allez voir les films, et puis on se retrouvera ici, et on parlera du film qui s'est déjà vu par vous. Bonne projection. Merci Hugo Santiago. Hugo Santiago. On va accueillir aussi Mariano Pensotti, le metteur en scène de Cinéastas, qui est là, quelque part. Merci. Son traducteur que j'ai entrevu tout à l'heure, pardon, je n'ai pas retenu son nom, merci. Et puis également, pardon si j'écorche les noms, Cristina Bassero, maître de conférence au département d'études ibériques et latino-américaines de Paris 3, et Alexandra Moreira da Silva, qui est elle aussi maître de conférence à Paris 3, mais en groupe d'études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle. Donc, merci à toutes les deux. Voilà, on va donc commencer par parler. Bon, on va s'asseoir, hein, parce que ça peut... Merci Raïmé. Il n'y a pas de plan de table, hein. Ouais, on va faire comme ça. Mon souci symétrique. Donc, je vais commencer par essayer de faire un truc un peu acrobatique, donc je veux bien qu'on traduise à Mariano, c'est de parler des deux choses à la fois, c'est le film et la pièce. Et puis après on va venir au film très directement. Allez-y, essayez-vous pas. Non, ce qui sera une façon aussi de s'interroger sur les particularités de la culture latino-américaine pour voir s'il y a quelque chose de commun entre ces deux œuvres-là.
Non, quand vous verrez Cinéastas, donc qui est à 20h au Nouveau Théâtre de Montreuil, vous serez frappé par une caractéristique qu'on retrouve ici aussi, qui est un art de la profusion. Parfois déroutant d'ailleurs, mais fascinant. Et même chez les deux artistes qui sont à côté de nous, une espèce de tentation pour le vertige, qui, alors pour moi, fonctionne à plein et qui fait que on est embarqué dans une espèce de mouvement général, comme ça, avec des informations qui viennent un peu de partout. Chez Mariano Berninsotti, par exemple, c'est très frappant, parce que vous allez voir qu'on est confronté à des degrés de lecture qui s'incarnent sur scène, puisque le dispositif de la mise en scène de Cinéastas, c'est un dispositif cinématographique, c'est-à-dire c'est un split screen, c'est un écran divisé par deux, et vous avez des actions conjointes qui, du coup, selon que vous regardez le bas ou le haut, vous racontent des choses différentes qui se complètent, naturellement. Mais on y reviendra tout à l'heure à la fin de la rencontre. Voilà, donc je voudrais demander d'abord à Hugo Santiago, voilà, quel est ce plaisir-là de la profusion, ce désir d'introduire une espèce de vertige qu'on va un peu analyser pour voir comment il fonctionne dans le rapport à la musique. Voilà. Et puis deuxième caractéristique, juste pour poser les choses maintenant, la pièce de théâtre est vraiment un dialogue continu avec le cinéma, on en reparlera tout à l'heure, dans l'histoire, dans la modalité de mise en scène, etc. Et le film est évidemment aussi un dialogue avec les autres arts, c'est-à-dire la musique très présente, très belle d'ailleurs, et puis cette séquence totalement dingue de mise en scène, de mise en abîme de la peinture. Voilà, et donc je voudrais aussi qu'on parle de ça, de cette possibilité de faire dialoguer les arts entre eux, pour faire dialoguer votre film et votre pièce. Hugo, tentation et séduction donc de ce vertige et de la profusion. Je ne sais pas si ça se pose comme ça dans mon travail. J'ai une espèce de fond baroque, baroque des Pampas, baroque particulier. Ça, c'est vrai. Mais en fait, quand je me propose de faire un film, de travailler sur un film, en principe, il y a une certaine démarche qui m'impose une discipline à laquelle je suis fidèle et jusqu'à l'obsession et parfois la folie. Ça veut dire c'est une forme singulière et choisie avec beaucoup de soin pendant très longtemps. Et une fois qu'elle est entrevue, je commence à travailler de l'intérieur. Et tous les éléments se plient aux exigences de cette forme. Quand je me suis mis à travailler sur Le ciel du Centaure, dès le début, j'ai dit que ça s'est posé dans ma tête comme un théorème. À tel point qu'il y a deux jeunes cinéastes argentins qui viennent de faire un film, qui ont fait, mais c'est mieux qu'un making-of, c'est pas un making-of de ce film, ils ont suivi tout le tournage, ils ont suivi avant, et ils sont venus à Paris après pour la finition, tout ça, et le film à eux s'appelle Le théorème de Santiago. Tellement ils ont été, ça leur est apparu que cette chose que j'affirmais, le théorème qui était ce film, ça s'est vérifié, ils le voyaient au fur et à mesure que le travail avançait. Et donc, à l'intérieur de cette fidélité, obéissance au développement de cette forme, ceux-là qui apparaissent et les éléments qui peuvent donner cette profusion. Et peut-être l'abondance vient de ma nature baroque, mais en fait, chacun des éléments, pour moi, je peux répondre pour chacun des éléments visuels ou sonores et même le rapport entre eux et le montage. Et chacun des éléments obéit à ce théorème donc qui a gouverné la mise en place du film. Voilà. Et donc oui, il y a profusion d'éléments. Oui. Il y a profusion, mais à partir d'une espèce de leurre, enfin de trompe-l'œil, qui est qu'au début, l'histoire paraît extrêmement simple. Enfin, il y a même une espèce de MacGuffin Hitchcockien, parce que c'est quand même un film fondé sur une espèce de scénario paranoïaque qui pourrait faire penser à, je sais pas, North by Northwest, par exemple.
Voilà, tout à coup, un personnage enlevé qui est censé détenir un élément qu'il n'a pas. Voilà. Donc on part sur une espèce de fil comme ça, c'est un jeu de pistes. Donc du coup, le dispositif est lui-même à la fois connu et simple, et puis on s'enfonce quand même dans des strates et dans des modalités d'expression visuelle et sonore qui ont une vraie complexité. Enfin, donc l'enjeu, mais c'est, j'imagine pour ça aussi que vous avez présenté en demandant au spectateur de se laisser aller, c'est qu'il faut à la fois accepter la naïveté initiale, enfin, qui se donne comme elle, et puis à un moment accepter cette espèce de complexité que prend en charge cette profusion que j'évoquais à l'instant. Oui, évidemment, ça tient à cette espèce de démarche de toute façon chère à la narration fantastique, à nous. Et c'est, vous savez, il y a ce mot d'un narrateur anglais d'une suspension de la crédibilité, disons, carrée. Non, il faut qu'il y ait une suspension de ces genres de crédibilité pour entrer dans une logique qui est celle de la narration propre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, chacun des éléments va venir jouer à l'intérieur de la narration même. Ce n'est pas pour servir ni la psychologie des personnages, ni des éléments extérieurs de n'importe quel naturalisme. C'est simplement pour obéir à la démarche du film même. C'est pour ça que je dis à Thierry, en fait, le film, c'est pas qu'il y a une démonstration d'un discours. Il n'y a pas de discours dans mes films en général. Je traite des thèmes. Voilà, j'ai inscrit des thèmes que j'essaye de traiter, pas avec des discours, mais avec des éléments visuels et sonores. Donc, avec ces éléments dont je dispose librement. Donc, cette espèce de liberté pour faire appel aux différents éléments fait qu'effectivement, la profusion avance tant qu'elle me semble nécessaire. Voilà. Il y a une espèce de nécessité. Voilà, voilà. Une nécessité, mais qui est fondée sur un principe qui est quand même un principe de jeu, qui est quand même un thème très présent dans le rapport entre film et spectateur, mais dans le film lui-même. Tout ça aboutit quand même à des jeux, enfin, le jeu d'échecs, qui est là au tout début et qu'on retrouve à la fin du film, et puis ce petit jeu enfantin qui consiste à relier les points aux autres pour constituer une figure. Alors là, pour le coup, c'est aussi une question à poser, par exemple, à Cristina Vassero. Quelle place a le jeu dans cet imaginaire argentin, mais même au-delà? On voit bien que des figures sont en arrière-plan, comme celle de Borges ou de Bioy Casares, avec qui Hugo Santiago a collaboré, par exemple. Voilà, la figure du jeu est très importante du film. Comment vous la mettez en perspective par rapport à la tradition artistique sud-américaine, si vous pouvez répondre à une question aussi vaste? Oui. Je ne sais pas si c'est ça, ouais. C'est vaste, surtout, je ne suis pas sûre d'être très capable de répondre à cette question parce que, effectivement, le jeu est très présent dans cette pièce, mais je commets un lapsus qui n'est peut-être pas gratuit. Je crois qu'il est très lié dans ce film et dans beaucoup de manifestations de la création en Argentine, en Amérique latine, aussi à des types de genres qui ont pu être cultivés. Hugo Santiago mettait l'accent sur le fantastique, qui est aussi effectivement une manifestation à la fois en littérature et dans d'autres arts que l'on retrouve en Argentine, qui a été très implanté dans le Rio de la Plata. Je pense notamment à un de ses films qui est un film culte, qui est Invasion, par exemple, dont le scénario a été écrit aussi avec Borges et Bioy Casares, c'est-à-dire qu'on retrouve aussi dans la création d'Hugo Santiago tous ces croisements avec d'autres arts, avec d'autres auteurs, d'autres figures du monde culturel et artistique argentin qui ont cultivé cette forme d'écriture, qu'elle soit cinématographique, littéraire, théâtrale ou autre, qu'on a appelé le fantastique et qui met en avant ce qui peut relever d'une inquiétante étrangeté présente dans la réalité. Et effectivement, le jeu vient exacerber ça et vient révéler, peut-être, que le jeu fonctionne comme un révélateur de ce qui, au quotidien, est peut-être incompréhensible et de ce qui, dans cette ville énigmatique, qui apparaît aussi par moments comme un décor de théâtre, peut tout à coup prendre sens. C'est comme une révélation à la fin, quand le jeu est fini, quand les points sont reliés,
quelque chose prend sens, mais en même temps, le sens qui est donné est une nouvelle énigme à déchiffrer. Et je pense que quand on voit le générique à la fin et qu'on voit les photos de Buenos Aires, ces photos avec les couleurs, je n'oserais jamais dire réelles, mais en tout cas des couleurs qui n'ont pas été traitées comme dans le film. On voit la différence aussi entre ce qui pourrait être une réalité et la façon dont elle est vécue dans le film, dont elle est montrée. Et on voit à quel point aussi cette ville est aussi un décor de théâtre et le lieu dans lequel ces personnages entrent et sortent. Elle est étrangement vide par moments, et puis tout à coup les personnages arrivent, débarquent, on ne sait pas trop d'où, et participent à ce jeu qui est un jeu de piste à travers la ville aussi. Voilà. Alexandra Moreira da Silva, est-ce que vous pouvez vous mettre en perspective par rapport à votre propre culture et votre propre discipline, cette place du jeu et du fantastique dans le film qu'on vient de voir, de Hugo Santiago? Alors là, pour moi, c'est très difficile parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste de cinéma et j'ai vu ces films avec grand plaisir. Mais c'est vrai que je retrouve, et je reprends l'expression de Christina, cette inquiétante étrangeté, qui est une expression de Freud, bien sûr, qu'on retrouve, qu'on voit ici très bien dans ce film, qu'on associe au fantastique et qu'on voit aussi dans le théâtre de Mariano Pensotti, mais pas seulement, dans le théâtre de Raphaël Spiegelburg, par exemple, dans le théâtre, même dans le théâtre d'artistes uruguayens ou d'autres pays d'Amérique latine. Et cette question, cette étrangeté dans le théâtre, on en reparlera, je pense, après, à propos du spectacle de Mariano Pensotti, mais met en place aussi des dispositifs théâtraux qui justement permettent cette hétérogénéité, cette étrangeté, et aussi, pour reprendre aussi une expression de Arnaud Rickner, d'associer l'indiscipline à l'interdiscipline. Et donc je pense que cette étrangeté qu'on voit dans le film, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent dans le théâtre, mais peut-être qu'il faut laisser parler le metteur en scène et après revenir au théâtre. Et je suis désolée, je ne peux pas parler de cinéma. Alors Mariano, un petit regard sur le film, y compris pour savoir ce qu'il vous raconte, vous, de Buenos Aires, qui est un des éléments communs entre la pièce qu'on verra ce soir et le film que vous venez de voir. Quel regard, pour vous, elle porte sur la ville? Qu'est-ce qu'elle voit de la ville? Et qu'est-ce que vous pensez de ce rapport qu'on vient d'évoquer au jeu et au fantastique? Buenas noches. Perdón que no hablo francés. Bueno, para mí es fantástico, en un sentido superlativo, poder ver Buenos Aires a través de los ojos de Hugo. Me parece que eso es algo que no pasaba hace mucho tiempo y que justamente es algo que a mí me interesa mucho y que nosotros tratamos de trabajar en nuestra obra de teatro, que es cómo contar una ciudad, o sea, cómo se cuenta una ciudad no solo a través de la vida de sus habitantes, sino a través de la ficción que se construye sobre esa ciudad. Donc Mariano s'excuse de ne pas parler français. Pour lui, c'est fantastique dans un sens superlatif. Déjà, c'est génial de pouvoir voir Buenos Aires à travers les yeux de Hugo. Ça faisait longtemps que ça n'arrivait pas. Ce qui intéresse Mariano, c'est surtout, ils ont travaillé sur cette relation dans leur théâtre, dans leur pièce. Ce qui est intéressant, c'est de raconter le rapport à la ville et à ses habitants. Bon, je n'ai pas arrêté.
una cosa que yo me preguntaba permanentemente mientras miraba la película es, bueno, la obra de teatro que nosotros estamos haciendo aquí en Montreux, que se llama Cineastas justamente, y que cuenta la vida de 4 cineastas y de las 4 películas que realizan durante un año, justamente se interroga sobre cuánto de la vida personal de esos cineastas está presente en sus películas y de qué manera realizar esas películas transforma la vida real de los cineastas, es decir, de qué manera nosotros creamos ficción a medida que la ficción también nos va transformando. Entonces me preguntaba cuánto de la historia personal de Hugo está presente en esta película y de qué manera la realización de esta película lo ha transformado a él a lo largo de los años que dedicó a esa película. Bueno, je me perds dans mes domaines. Lo que me preguntaba es, pardon, je me demandais, ce que je me demandais dans la pièce qu'on fait ici à Montreuil, qui s'appelle Cineastas, c'est combien la vie des réalisateurs de films. C'est une pièce qui met en scène la vie de 4 réalisateurs et parallèlement les 4 films que les réalisateurs réalisent. Mariano s'interrogeait à quel point la vie personnelle et réelle de ces 4 réalisateurs a une influence sur ce qui est présent dans leurs films et inversement comment leur film et la réalisation de leurs films peut transformer la vie réelle des 4 personnages. Donc finalement la question que lui voudrait faire à Hugo, c'est comment sa vie personnelle a eu une influence sur sa réalisation des films et comment au cours des années la réalisation des films ont eu finalement une influence sur sa manière de vivre sa vie personnelle. Hugo, c'était donc une question de Mariano Pensotti. Influence de la vie réelle sur les films et réciproquement. Et je suis un narrateur fantastique. C'est pas que toute la narration du Rio de la Plata ou de Buenos Aires est fantastique. C'est une discipline particulière qui a un passé, une histoire et des maîtres éminents. Et nous. Et puis des plus jeunes que moi aussi. Évidemment, moi j'étais déjà élève, donc maintenant je suis un vieux. Et alors j'ai été plus jeune. Mais c'est une chose, c'est pas vague, c'est pas un concept vague, comme dit oui, voilà, des narrateurs fantastiques, parce que c'est de l'imagination, il y a beaucoup de choses imaginatives, et puis voilà, ils l'appellent fantastique. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est extraordinairement strict, et les narrations fantastiques, les plus grands maîtres, les plus grandes nouvelles de Borges ou de son maître Marcelino Fernandez ou de Bel Casares ou de Cortázar ou de Felisberto Hernandez et Muruguay, les plus grandes, ou les quelques narrations de Saer fantastiques, les plus éminentes narrations fantastiques sont extraordinairement rigoureuses. Elles sont très très rigoureuses, ne sont pas du tout imaginatives comme ça, que c'est vaguement une chose de l'imagination. C'est une certaine forme de regarder, c'est une certaine forme de s'adresser à une réalité apparente, visuelle, sonore, narrative, des mots, voilà. Et pour percer cette espèce de première appréhension et arriver à une réalité autre qui est propre à l'œuvre et sur laquelle l'œuvre essaye de s'avancer et qu'il essaye de connaître. En fait, je fais des films pour connaître un sujet. Je n'ai aucun discours à faire, ni rien à apprendre à personne. C'est moi qui veux apprendre. Quand je fais un film ou une narration fantastique, j'essaye d'apprendre.
J'essaie de voir autrement, d'entendre autrement, de mettre autrement en rapport les éléments, et puis que ça me dise quelque chose. Quand j'ai l'impression que ça se produit, c'est là que ça, une bribe, c'est ça qui, c'est le moment où je me réjouis, ces moments-là. Alors, de quelle façon ça intervient dans ma vie? Oui, mais je vis une espèce de vie qui est comme une narration fantastique. Donc ça intervient tout le temps. C'est comme ça que je vis, et quand je tourne pas. Là, ce film, il y a 10 ans que je ne tournais pas. Et ces 10 ans, j'ai travaillé tout le temps sur des narrations fantastiques. Et donc, c'est ma façon de vivre. Donc, c'est plus que ça a une influence sur moi. C'est une façon de vivre. C'est comme ça que je vis. J'ai fait des films qui sont des narrations fantastiques et où j'essaye de les faire jusqu'à la fin. Et à la fin, je vais mourir en essayant de faire encore un autre film. Voilà. Alors peut-être donc pour développer ce que disait Marino, ce qui est assez étonnant pour le coup dans la pièce qui est mise en scène en face, Cinéastas, c'est qu'elle est très empreinte d'une culture cinématographique dans le dispositif, dans le récit. Il y a par exemple question du montage d'Eisenstein, d'une règle qui est chez Eisenstein le 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que vous collez deux plans l'un à l'autre dans un acte de montage fondamental et en fait vous créez une troisième image. Et on voit bien que cette règle-là, par exemple, du 1 plus 1 égale 3, elle est aussi une espèce de règle du jeu du dispositif de mise en scène, puisque fondamentalement on a deux espaces à coller, donc la vie réelle des scénaristes, des réalisateurs, et leur vie imaginaire, c'est-à-dire leur film en cours d'écriture, en cours d'élaboration, et que ça crée, cette cohabitation-là, un troisième espace imaginaire, qui est le film, qui est la façon dont s'interpénètrent leur vie et le film lui-même. Donc le cinéma est extrêmement présent, ce qui peut nous dire, lui, d'où vient cette part du cinéma et pourquoi être allé chercher cet univers cinématographique pour le transposer sur scène, jusque dans le dispositif donc, de reprise de cet écran divisé, le split screen, cette fois sur un plan horizontal, puisque vous allez voir, c'est dans la hauteur que l'écran est divisé et permet cette cohabitation des deux univers, le réel et l'imaginaire. Bueno, tiene que ver con diferentes cosas. En principio, a mí me interesaba en la obra hacer un contraste entre lo efímero y lo duradero, tomando al cine como una disciplina que permite apresar el tiempo, que permite preservar la experiencia, mientras que el teatro es un arte efímero. Donc il y a différentes choses. Premièrement, il y a ce qui intéressait Mariano, c'était le contraste entre ce qui est éphémère et ce qui est plus durable, ce qui dans la durée. D'un côté, il y a dans le cinéma un phénomène qui contient le temps, qui d'une certaine façon emprisonne l'expérience. Y luego una de las cosas que me interesaba mucho con esta obra es ver en qué medida nosotros estamos construidos por historias. Algo que me interesa mucho en esta obra es cómo las personas estamos permanentemente produciendo ficción, porque construimos obras no solo los que somos artistas, sino que cada uno modifica su pasado cada vez que lo cuenta, por ejemplo, pero sobre todo en qué medida las ficciones que hemos ido consumiendo desde el principio de nuestra vida condiciona nuestra experiencia vital. Entonces, en ese sentido, el cine me parece que sigue siendo un formador de identidad muy grande, porque es casi imposible vivir algo sin recordar un montón de películas que uno ha visto de situaciones similares a eso que está viviendo. Et donc d'autre part, il y a cette façon où nous, les personnes, on est construits par les histoires que nous construisons, et d'autre part, nous produisons des fictions de manière constante. C'est-à-dire que ces fictions, à leur tour, nous modifient. Et
Et d'autre part, il y a la quantité de fiction que nous consommons est un conditionnant, ça conditionne l'expérience vitale. Et donc, le cinéma est d'une certaine façon complètement formateur dans ce sens, parce qu'il est impossible de vivre des expériences sans toujours se rappeler d'un film qu'on a vu, par exemple. Y bueno, finalmente lo que me interesaba era intentar hacer una obra de teatro que diera cuenta de alguna forma de una especie de retrato ficcional de Buenos Aires. Que por eso es muy interesante tener la posibilidad de ver la película de Hugo, que es precisamente eso, una especie de Buenos Aires tremendamente real y a la vez imaginaria. Y por eso a mí me interesaba tratar de ver cómo 4 cineastas retrataban esa ciudad a lo largo de un año. Y eso es justamente lo que a mí me interesaba, hacerlo con medios teatrales, o sea, robando procedimientos cinematográficos como el split screen o el voice-over, la voz en off, pero adaptando esos elementos tradicionalmente cinematográficos a algo absolutamente teatral. Donc, la pièce de théâtre de Mariano est aussi est un portrait fictionnel de Buenos Aires. Et c'est pour ça que ça lui intéressait tellement de voir le film de Hugo, parce que ça met en portrait un Buenos Aires complètement à la fois réel à un degré impressionnant, mais aussi complètement imaginaire. Donc dans sa pièce, les 4 cinéastes, ils font aussi un portrait de la ville, de Buenos Aires. Et c'était intéressant pour Mariano de voler des procédés cinématographiques, comme ça est par exemple le split screen, donc l'écran divisé, ou la voix off, pardon. Mais d'adapter ces procédés cinématographiques à quelque chose de complètement théâtral. Peut-être qu'on peut demander à nos 2 universitaires complémentaires de nous donner un point de vue sur la pièce pour savoir ce qui les a intéressés l'une et l'autre. Merci. Je vais être brève parce que les auteurs sont là. Je trouve que c'est peut-être plus intéressant de leur donner la parole à eux. Moi, sur le croisement entre cinéma et théâtre dont parlait Mariano juste maintenant, j'ai trouvé que ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux évidemment dans la pièce de Mariano, dont je ne vais peut-être pas trop en dire trop si vous allez la voir après. Mais c'est vrai que c'est une scénographie dans laquelle il y a un étage où on vit, l'autre étage où on tourne. On se rend compte que les 2 étages sont toujours en correspondance. C'est quelque chose qui est ce mélange des genres, des écritures, des formes d'écriture et des discours. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le théâtre de Mariano. Je pense à cette pièce aussi, le personnage de Manuel Grotesco, dans lequel également le narrateur est présent, raconte les villes, les commente. Donc on a toujours ce double regard sur une même réalité qui est presque aux antipodes de ce qu'on a pu voir dans le film, et pourtant il y a des accointances et des éléments qui peuvent faire penser que l'on passe d'un genre à l'autre. Je parlais tout à l'heure, par exemple, dans le film de Hugo Santiago, de cette vision de Buenos Aires qui serait aussi soit un protagoniste de l'histoire ou un décor de théâtre dont l'étrangeté est mise en relief au moment du générique, quand on voit ces images en couleur entre guillemets réelles. Je vous en ai presque voulu à ce moment-là de me faire sortir de ce qui était une fiction et dans laquelle j'étais rentrée, et tout à coup vous me rameniez à la réalité, et ça a été presque violent la fin du film, quand j'ai vu ces images tout à coup. Je me dis, ah oui, c'est vrai, c'était pas vrai. Voilà, et en même temps, les croisements entre le cinéma et le théâtre, ils existent aussi. C'est anecdotique, mais j'étais ravie de voir Lomena Paola dans le film, donc qui est une auteure et metteur en scène de théâtre et comédienne.
Vous-même, je crois que vous avez filmé Une Électre de vitesse, vous avez aussi mélangé les différents langages. Voilà, c'est un petit peu tout ça que m'inspirait la confrontation d'une pièce de théâtre et d'un film, sans forcément avoir envie de donner un cours sur le cinéma ou le théâtre argentin. Voilà. Alors moi je dirais que je vais citer Mariano Pensotti qui dit que le théâtre est omnivore. Et moi je dis que le théâtre est volumique. Et pourquoi? Parce que justement là on voit beaucoup l'importance du cinéma dans ce spectacle, mais ce que j'appellerais cette transversalité est très présente dans tout le théâtre d'Amérique latine. Et en fait, le théâtre de Mariano Pensotti, mais aussi d'autres artistes d'Amérique latine, s'inspire non seulement du cinéma, mais aussi de la peinture, de la musique, des films d'horreur, de la bande dessinée, d'autres pièces, par exemple des classiques. Donc, il y a cette interdisciplinarité, pour reprendre un mot que j'ai utilisé tout à l'heure, qui tout d'un coup peut devenir dans des fictions, qui est utilisée dans des fictions comme matière aussi fictionnelle, mais qui peut aussi, cette transversalité peut aussi aller chercher du côté du réel, et donc de la matière documentaire. Et tout cela peut parfois donner l'impression d'une certaine indiscipline qui me plaît beaucoup. Et alors qu'il y a une organisation extrêmement précise. Mais cette apparente indiscipline associée à l'inquiétante étrangeté qu'on voit donc dans le spectacle de Pensotti, c'est quelque chose bien sûr qui n'est pas un hasard. Et je pense que, comme beaucoup d'artistes contemporains d'Amérique latine, c'est une esthétique qui cherche justement à désautomatiser la perception du spectateur. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, qui va demander une réception autre, exactement comme le film qu'on vient de voir, je pense. Donc, je répète, je me sens très mal à l'aise, je ne peux pas parler de cinéma. Mais effectivement, moi j'ai pensé à cette réception du cinéma qui justement nous fait repenser notre rôle de spectateur. Donc pour revenir au spectacle de Mariano Pensotti, je dirais qu'il y a un autre élément qui m'intéresse beaucoup dans son théâtre et que je retrouve aussi chez d'autres artistes d'Amérique latine, c'est l'humour. Et c'est un humour qui est très important parce qu'il permet justement de créer des situations et des images complètement inattendues, voire parfois inconcevables, et surtout des réalités poétiques qui, encore une fois, nous font repenser notre rôle de spectateur. Donc l'association de cette transversalité et aussi de l'humour crée un théâtre qui est étrangement et qui est inquiétant, je dirais. Merci. J'ajoute qu'il y a une dimension dont on n'a pas parlé sur Cinéastas, mais qui est vraiment présente, c'est aussi une dimension presque sociale et politique, qui est aussi vraiment présente dans la pièce, et qui interroge des formes très contemporaines. Je citais Eisenstein comme référence qui est dans la pièce elle-même, mais ça parle aussi du rapport aux telenovelas, par exemple, qui serait une espèce d'univers imaginaire commun dans lequel on navigue à l'intérieur de cet univers, mais la dimension sociale et économique, enfin, et la crise économique, est aussi un des arrière-plans du film qui lui donne sa prégnance et sa façon de parler avec notre propre situation en miroir. Mais je rebondis sur l'interdisciplinarité pour reposer à Hugo la question suivante. C'est une pièce où tout à coup, au milieu du film, il y a une séquence incroyable sur le rapport à la peinture, qui est vraiment une séquence sidérante, et j'allais dire d'autant plus sidérante qu'elle modifie complètement les règles esthétiques posées par le début du film, et du coup ça permet d'interroger aussi là-dessus. Le film est un film
absolument jamais vu sur le traitement de l'image et de la couleur. C'est-à-dire qu'on a une espèce de mélange sidérant de noir et blanc et de taches colorées très isolées par plan, avec une couleur en général dans le blanc et le reste traité de façon quasi noir et blanche. Donc d'abord, comment ça se fait ça, enfin, comment on crée cet effet-là? Est-ce que c'est après le tournage? Est-ce que c'est au moment du tournage? Et puis ensuite, la couleur du coup s'impose et se libère dans cette séquence de traitement de la peinture à l'image, qui est quand même une séquence incroyable aussi pour le coup sur comment apprendre à lire une image. C'est une séquence presque pédagogique sur comment on lit, qu'est-ce qu'on voit dans l'image, comment s'installe la guerre, où tout à coup l'image fixe se met à être mise en mouvement par le traitement du son, qui est quand même assez prodigieux aussi dans cette séquence, extrêmement précis, et où la guerre du coup vient à l'image par le son. Voilà, donc quelle est la place véritable dans votre esprit de cette séquence dédiée à la peinture, y compris dans le récit, où elle a l'air comme ça d'être une espèce de croisement étrange, et puis quel est son traitement par rapport au traitement de la couleur et de la lumière dans le reste du film? Il y a ce qui est mon propos, et il y a ma cuisine, et puis il y a comment le film est perçu. Par exemple, une grande amie, Jacques Nancy, qui est, en dehors de philosophe et esthéticien, c'est un grand amateur du cinéma. Lui, il est sorti de la salle, il y a 4 jours, à la Cinémathèque, en disant, voilà, c'est un film sur la peinture, et instantanément, il avait une espèce d'énorme corpus, déjà, il avait réfléchi pendant le film, pour lesquels, évidemment, avec ses plans clés, où il ouvre la porte et on voit l'atelier d'un peintre, l'atelier du vieux Faussaire, qui est le maître à tous là-dedans. Et alors voilà, il avait vu, je me suis rendu compte qu'il voyait le film depuis ce point-là, tous les éléments participaient de ses discours sur la peinture. Et je suis ravi, pourquoi pas, mais bon. Il faut dire que, évidemment, j'adore ce peintre, Candido Lopez, qui est là, que je l'aimais déjà beaucoup quand j'étais tout petit, et il était peu connu, maintenant peu à peu il a pris de l'importance en Argentine, mais quand j'étais petit, parce que pour des raisons, des familles, des milieux, il y avait des peintres, et alors on m'avait appris comment c'était la peinture de Candido Lopez, qu'on voyait difficilement dans les musées d'histoire, ce musée qu'on voit là, et parce qu'au musée national, les grands musées des Beaux-Arts, maintenant il y a 8 tableaux de peinture et puis quelques natures mortes et l'autoportrait, mais c'était très peu visible quand j'étais petit et il était très confidentiel. Aujourd'hui il l'est moins, mais il ne faut pas croire non plus que ce soit admis par tout le monde, que c'est un de nos plus grands peintres, voilà, mais c'est pas admis par tout le monde. Et c'est admis par moi en tout cas. Bon, alors j'ai l'élément Candido Lopez était présent depuis les débuts de cette histoire, et dans cette espèce de construction dont j'ai parlé, cette espèce de théorème qui s'articule beaucoup, il est exactement au centre du film, la séquence est au centre du film, et puis évidemment c'est capital par rapport à la couleur, parce que cette couleur dont je vais parler tout de suite, cette couleur non-couleur qu'il n'y a pas dans tous les films, et c'est pas un hasard trouvé comme ça, c'est extraordinairement complexe à faire. Et alors, il y avait un rapport entre ce centre du film, où il y a toutes les couleurs du monde, ça c'est en fait, il y a toutes les couleurs dont les systèmes dont nous disposons aujourd'hui est capable. Beaucoup, 35 millions de nuances, c'est beaucoup, il y a toutes les couleurs dont le système est capable sont dans la séquence de Candido Lopez. Non ainsi dans la séquence de la fin, quand il y a les tableaux, les photos de Buenos Aires, où il y a la couleur, mais limitée, contrôlée. Dans les séquences des batailles, il y a toutes les couleurs. Donc il y avait cette idée que le film allait de façon atomisée vers ces toutes couleurs, et puis repartait jusqu'à la toute fin, l'épilogue, c'est après les mots fins, si on veut, après l'image du phénix, où il apparaissent les couleurs d'un Buenos Aires apparent qui aurait caché l'autre. C'est pour ça que j'apprécie que ça ait produit une espèce de violence, parce qu'il y a ça. C'est comme si on disait, bon, voilà,
sont comme ça, apparemment. Les quartiers de ma vie sont comme ça, apparemment. N'importe qui peut le voir comme ça. Pas comme on les a vus pendant tous les films. Ça, c'est très difficile à voir. Alors, si on revient à ça, à comment sont faites les couleurs, c'est toujours de la cuisine. J'aime beaucoup la partie artisanale du travail. Je considère que je respecte énormément la partie artisan et ça m'intéresse beaucoup de travailler avec les mains. Comme les peintres, travailler avec les mains, ça m'importe beaucoup. J'avais jamais tourné en digital, en numérique. J'avais toujours tourné avec la pellicule. C'est mon premier film en numérique. Et j'ai toujours travaillé avec un très grand chef opérateur argentin, Ricardo Aronovich, qui n'a pas fait ce film. Et qui déteste le numérique. Et je lui disais toujours, bon, mais très bien, mais si je dois faire un film en numérique, je le ferai, mais je vais m'en servir. Je ne veux pas comme ça imiter la pellicule, je vais essayer de faire quelque chose. Donc, cette réflexion sur quoi faire a participé de la construction de l'histoire. Et de l'histoire, ça veut dire chaque séquence de la cabine au début, comment les couleurs commencent à apparaître à travers les fenêtres, sur les fenêtres. Bon voilà, ça, je vais par là, mais disons que chaque couleur qui s'infiltre au fur et à mesure que les séquences avancent est décidée, et c'est celui-là et pas une autre. Et puis la séquence, par exemple, quand il voit le noir contre l'église et il part en courant, et dans chaque plan, il y a les sons qui changent complètement, l'image qui change complètement, et un autre arbre qui est colorié, et il était évidemment conçu pour qu'il y ait ces couleurs-là. Là. Je veux dire, c'est très lié, les traitements, la cuisine, avec la narration, et avec les plans, et avec les histoires et les événements qui apparaissent. Ça voudrait que ce soit lu en même temps. Alors, techniquement, c'est très complexe. Si je dois résumer, il fallait enlever toutes les couleurs. J'ai tourné avec une extraordinaire caméra et une très bonne optique. Et puis, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est qu'on avait une coproduction avec le Mexique, une boîte excellente qui a dans son intérieur une espèce de superstar pour moi. C'est un jeune garçon qui est une vedette au Mexique, mais qui n'est pas mexicain, il est guatémaltèque, et qui sait tout faire. Il sait tout faire. On l'a aidé, il s'est fait aider, il a des aides, mais en fait, il voulait tout faire. Toutes les choses. Si vous voyez un grand film américain où il y a beaucoup de trucages à la fin, vous voyez des grandes listes des artistes, des 3D, 4D, 4K, bon voilà, différentes disciplines. Lui, il voulait tout faire. Et il y a énormément de choses traitées à la pellicule. Pardon. Mais il se faisait aider, mais c'est lui qui faisait tout, jour et nuit. Nous, on a... Et donc, mon producteur français, qui est ici dans la salle, a trouvé cette coproduction avec ses amis mexicains qui est très très important pour les films, parce que c'est très cher. S'il faut payer, ça, c'est très cher. Ça, c'est un petit film, ça, qui n'a pas coûté des fortunes. Mais, par exemple, ça, la matière, s'il fallait la payer, s'il faut payer tout ce qu'il y a là, c'est très cher. C'est comment? C'est la chose la plus chère, probablement, du film. Mais là, on avait quelqu'un, des gens, et cet ami, ces garçons, Franz, s'appelle Franz. C'est intéressant, c'est un garçon guatémaltais, on s'appelle Franz Álvarez Novotny. Il s'appelle Franz et Álvarez et Novotny. C'est des trois, il y a des origines de partout, et c'est un peu guatémaltais. Et il est une merveille, il est une pure merveille. Et je suis arrivé avec mon chef opérateur qui venait de Buenos Aires, Gustavo Biasi. On avait déjà posé les lignes de ce qui devait être l'image du film. Et on a débarqué à Guadalajara, c'est là où on a travaillé. Et on est entré dans un espèce de lieu, dans un campus universitaire. Ils ont un arrangement. Donc on a vécu dans les campus, on allait tous les matins à l'aube dans l'endroit où on travaillait jusqu'au soir, où on sortait seulement pour manger la cuisine mexicaine naturelle qui est extraordinaire. Et puis on allait dormir, et le lendemain on recommençait, et on est resté là 3 semaines, jour et nuit, pour faire la base. Après il est resté seul, il a fini des choses, mais disons qu'on a fait la base de tout ça, et c'est un travail
je ne sais pas comment l'appeler, c'est artisanal, c'est plan par plan, c'est ton par ton, choisir, non mais c'est pas comme ça, ça c'est comme ça. Et donc c'est... Je ne veux pas dire que c'est pas fruit du hasard, parce que semblerait qu'on avait un plan, non, ça vient aussi. On ne peut pas dire la bonne inspiration, parce que ça semblerait une grossièreté, mais l'inspiration aussi, mais c'est extrêmement précis et délicat, et pour faire une chose qui, un petit peu trop, c'est pas possible. Tout le temps, on avait peur que ça, trop, c'est un peu cucu, c'est pas possible. Ça, savoir cette espèce de choses où tout d'un coup, il y a des couleurs qui apparaissent, et on se demande si on l'a vu. C'est ça, c'est quand on sentait ça, on disait ça, voilà, ça c'est bien. Alors il y a des grandes apparitions, il y a quelques arbres qui sont les arbres de mon enfance, qui éclatent comme ça, avec la lumière et les fleurs qu'ils ont au moment où ils éclosion, n'est-ce pas? Mais voilà, de même que les oiseaux qu'on entend, c'est les oiseaux de mon enfance. C'est des oiseaux d'Argentin, chacun des oiseaux, c'est un oiseau de l'enfance, et de même que la petite école qui apparaît à la fin, c'est l'école où je suis allé à l'école primaire. Ça c'est intéressant parce que j'ai écrit ces scénarios avec un copain qui est un grand cinéaste argentin, Mariano Ginas, qui est venu à Paris un peu, puis il est reparti, je continue à travailler seul. Mais quand c'est arrivé les moments de la petite école, j'ai mis la petite école avec la rue et tout ça, où je n'étais pas allé depuis 65 ans, enfin je ne savais pas s'il existait. J'ai écrit tout très en détail, l'école, la rue, les trottoirs, la place qui est au coin, les vieux qui étaient là. Et puis voilà, je l'ai trouvé, ce qui était... Je trouvais là que ça c'était un signe. Voilà. Si les choses étaient là, c'était bien. Une façon de répondre à la question de Mariano Pelsotti il y a 20 minutes sur la porosité entre la vie réelle et la création. Voilà. Allez, on va prendre 2-3 questions avant de s'interrompre, parce qu'après il y a Tango au Nouveau Théâtre de Montreuil. Après, maintenant, en fait. Merci, en taille d'aval. J'ai vu la pièce Cinéastas et j'ai 2 questions. L'une, ça concerne le décor que je trouve magnifique et très réussi et surprenant. Déjà, le split machin, là, vous dites split screen. Mon anglais n'est pas terrible. Hein. Et puis ensuite, le rez-de-chaussée qui est un peu au ras des paquettes, la vie de tous les jours, où malheureusement il faut survivre en travaillant chez McDonald's. Je ne sais pas si j'ai compris ça, hein, si c'était autre chose. Et ensuite la fiction au-dessus, le clown. Mais peut-être que vous pourrez nous expliquer un peu ce lien justement, parce que maintenant la deuxième question. Alors, donc, qu'on réponde sur l'éphémère, je voulais dire le temps long, le temps, comment dire, dans l'éternel, quoi, le temps éternel. Déjà, c'est dans l'éphémère. Quand on achète un micro-ondes, il faut faire un stage pour savoir s'en servir, dans le consumérisme. Donc, éphémère, consumérisme. Est-ce que j'ai bien compris ? Rapport entre la pièce, l'éphémère et le consumérisme. Ajá. Complicado. Bueno, a ver, no sé si te puso un micrófono. No, no funciona. Hola. Bueno. A ver, igual tengo una voz fuerte, así que podemos hacerlo así directamente. Sí. A ver, a mí sobre todo lo que me interesaba en relación a lo efímero no tiene que ver tanto con el consumismo, sino con la idea del paso del tiempo. Creo que usted también decía que hay algo en ese sentido, que el teatro es un tiempo lineal, y el teatro es el arte donde uno puede sentir más el paso del tiempo, digamos, donde uno puede ver a los actores en escena y sentir el paso del tiempo, mientras que el cine, en cambio, preserva el tiempo, preserva un espacio, preserva una experiencia. Y en ese sentido,
es cierto que uno podría decir que esta época está vinculada a un montón de experiencias donde el consumismo es efímero, o donde la política también maneja conceptos ideológicos que no son tan profundos y que parecen desvanecerse al día siguiente, pero de todas formas creo que la obra es un poquito más humilde en ese sentido e intenta hablar básicamente de cuáles son para cada uno esas cosas que se preservan a través del tiempo y cuáles son esas cosas que se pierden. No sé si podrás traducir. Perdón. Je m'excuse. Donc, Marianne, on dit que bon, c'est compliqué. Pour lui, l'intérêt pour cette question de l'éphémère n'a pas tellement de relation avec cette idée de consumérisme, mais plutôt avec l'idée du passage du temps. Et donc, il est très d'accord avec cette idée que le théâtre peut avoir un aspect linéaire. On sent en regardant une pièce le passage du temps, pour les acteurs, pour les comédiens et les personnages, alors que dans le cinéma, par exemple, ce temps est préservé. Le cinéma préserve l'espace, préserve l'expérience. Donc c'est vrai que cette époque-là, cette période de temps, elle peut être liée avec des expériences comme l'idée du consumérisme éphémère ou dans la politique qui, d'une certaine façon, manipule des concepts idéologiques qui peuvent être des idéaux qui peuvent être évanescents. Mais dans le théâtre, Mariano pense que l'idée est plus humble, disons. En fait, l'intérêt, c'est de savoir quelles sont les choses qui sont préservées et quelles sont les choses qui passent avec le temps. Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour ce film. Le travail sur l'image est absolument magnifique et m'a passionnée. Et pour autant, j'ai été très souvent remise dans une époque qui n'est plus par les films de Buñuel. Ce que vous appelez, vous, fantastique, moi je l'ai trouvé de par plein de situations surréalistes. Et toute la période de Buñuel au Mexique, je veux dire, pour moi, il y a une relation très forte entre votre travail et le sien à ce moment-là. Et je vous remercie aussi pour la scène du dortoir, qui est absolument magnifique. Effectivement, j'ai une formation enfant. J'étais entouré par les surréalistes argentins, des amis de ma famille, tout ça. Et même des mouvements autres, même avant. Il y a un certain courant dans l'expression artistique de l'Amérique latine. Mais il faut faire attention parce que nous, on est très peu tropicalistes. Les gens de Buenos Aires, au nord de l'Argentine, oui. Donc, il y a un fantastique qui s'appelait les réalismes magiques, vous savez, des grands mouvements, des grands romanciers, des grands écrivains. Les auteurs de Rio de la Plata ou de Buenos Aires, moins. Ou pas du tout. C'est plutôt un lien avec, oui, probablement, avec l'essence même du surréalisme, mais aussi des grands symbolistes allemands, je veux dire, les auteurs dont les surréalistes se réclamaient eux aussi. Donc on se réclame un peu de nos mêmes maîtres, aussi des primitifs flamands. À un moment, elle dit, en parlant de Grandiolo, parce que c'était comme un primitif flamand, pour le traitement de l'espace, bon, évidemment, elle pense au primitif flamand, au grand. Et je veux dire que je sème un peu dans les films mes amours. Oui, d'accord. Donc je suis content si on le sent. C'est bien. C'est bien. Je suis ravi. Vous avez travaillé avec Cocteau aussi. Comment? Vous avez travaillé avec Cocteau aussi. Non, je n'ai pas travaillé avec Cocteau, mais je dois à Cocteau une fière chandelle. Parce que quand je suis arrivé de Buenos Aires, j'avais 19 ans, et un très grand écrivain espagnol, Gómez de la Serna, qui était exilé en Argentine,
et qui était une espèce de fou, comme ça, extraordinaire, un peu surréaliste, un peu d'autre chose, que les surréalistes français avaient adoré aux années 30-40. Et Cocteau, et Gomez Lassagne venait et faisait des conférences dans les cirques d'hiver montés sur un éléphant. Et Cocteau le connaissait beaucoup de cette époque. Même, il y a un livre de Cocteau très curieux qui s'appelle Opium, qui c'est le traitement de sa libération de l'opium, de la drogue. Et Gomez de la Serna avait connu le livre et l'avait prologué. Donc voilà, il avait une vieille fidélité pour Gomez de la Serna. Quand je suis venu à Paris, Gomez de la Serna, qui était exilé en Argentine, qui était vieux déjà, vieux, plus jeune que moi maintenant, mais pour moi il était très vieux. Et puis il est mort 2 ans plus tard. Et il a écrit à Cocteau. Et donc quand je suis arrivé à Paris, je trouvais une lettre de Cocteau au comité d'accueil des boursiers étrangers, qui disait « Appelez-moi au palais avec un numéro de téléphone ». Les gens comme ça. Et je me suis presque évanoui et j'ai téléphoné évidemment. Je suis allé le voir. C'était une rencontre extraordinaire. Et à la fin de la rencontre, bon, c'est long, mais c'était extraordinaire. Et à la fin de la rencontre, quand tu m'as dit « Bon, mais maintenant, tu me dis qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» J'ai dit « Vous, maître, vous pouvez faire, je ne sais pas quoi. » Il dit « Non, pas de bêtises comme ça. Non. Tu me dis une chose, n'importe quelle chose, une, et je la fais. Donc, pense bien. Une seule chose, n'importe laquelle, je la fais. Et alors, sans hésiter un instant, je dis connaître Bresson. Comme ça. Connaître Bresson. Et il m'a dit c'est fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a fait venir Bresson chez lui. C'est comme ça que j'ai connu Bresson, qui était un de mes buts en Argentine. C'était la Cinémathèque française et Bresson. À 19 ans, j'ai eu une espèce de prix des bourses. Et j'ai connu donc Bresson très vite en arrivant à Paris. Et grâce à ça, je me suis approché de lui et j'étais son assistant. Voilà, donc je dois à Cocteau ça pour toujours. Voilà. Allez, la petite dernière, ou avant-dernière. Allez, avant-dernière. Oui, je voulais que tu nous parles un petit peu de ton expérience du retour à Buenos Aires après toutes ces années, et d'un point de vue créatif, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton rapport aux jeunes générations? Beaucoup, ça m'a apporté beaucoup. Donc, je prépare un très gros film qui va s'appeler Adios, et un peu monstrueux, et que je dois tourner en Argentine, et qui serait le 3e volet d'une trilogie qui commence par Invasion. C'est ma trilogie d'Aquiléa, qui est mon Buenos Aires mythique, parce que ce film, par exemple, il ne se passe pas à Aquiléa. Moi, j'ai très clair ça dans la tête. Ce film, que vous avez vu, se passe à Buenos Aires. Aquiléa, c'est une poétique particulière. Et donc, il y a eu Invasion, et puis 20 ans plus tard, les trottoirs de Saturne, que c'est des exilés d'Aquiléa. Et là, je prépare un film qui c'est les possibles retours, point d'interrogation, 3 points d'interrogation. Voilà, ça c'est le sujet de ce film. Et j'ai travaillé depuis beaucoup d'années, presque 10 ans, et j'ai décidé là de faire ce film-ci avant. Et maintenant, je reprends l'autre. Mais donc, j'allais tourner à Buenos Aires, parce que cet autre film, Adios, se passe à Buenos Aires, à Aquiléa, mon Buenos Aires, la mythique. Et alors, je suis allé. Alors, je suis très lié avec beaucoup de jeunes cinéastes argentins. Je suis lié avec beaucoup de jeunes argentins, mais très lié avec un groupe de cinéastes et qui sont mes frères, mes jeunes frères. Et donc, il m'apporte beaucoup, comme tout jeune cinéaste apporte. Et puis, c'était fantastique de tourner à Buenos Aires, c'était très émouvant. C'était au niveau comme ça. Et en plus, il faut dire une chose, c'est que l'équipe du film, du tournage, sont tous des cinéastes. À 95% issus de la FUC, qui est une université de cinéma, qui est à Buenos Aires, qui a été fondée, qui dirige Antine, qui est un vieux, très vieux monsieur. Et l'équipe du film, beaucoup de gens, sont tous des jeunes sortis de cette université, ils sont tous des cinéastes. Je veux dire, ma première assistante, c'est Laura Cittarella, qui a fait déjà 3 longs métrages, et j'ai fait des scénarios avec Mariano Ginas, qui a fait un film extraordinaire qui s'appelle Histoire extraordinaire, et qui prépare un autre gros film comme ça, et qui fait directeur de production. L'opérateur sort de cette école aussi, et mon monteur, c'est Alejo Moïse, qui a fait déjà 3 films comme réalisateur. Ça veut dire qu'ils étaient tous des cinéastes. J'ai tourné ces films entouré des jeunes que j'adore et qui m'aiment bien, et
et qui sont des cinéastes. Donc, c'était une fête pour moi. La dernière. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? J'ai eu le tort d'enlever mes lunettes à la fin du film. Alessandra Morera et moi-même avons été invités. Micro. Parce que nous connaissons. Ah, pardon. Micro. Je voulais dire, j'ai eu le tort d'enlever mes lunettes à la fin du film. Alessandra Morera et moi-même avons été invités à participer à cette rencontre parce que nous connaissons bien le théâtre latino-américain. Si j'avais gardé mes lunettes, j'aurais proposé que la personne qui vient de poser la question nous rejoigne. C'est Joaquin Mansi, qui est un grand spécialiste de cinéma latino-américain et argentin, notamment. Voilà. J'ai reconnu à la voix. Vas-y, la dernière. Bah, en fait, c'est pas une question, donc il y aura peut-être une question après moi, mais je voulais remercier parce que j'ai également énormément de plaisir à regarder ce film. Dès les premières images, on dit oula, on va pas s'ennuyer, il suffit simplement de regarder. Et il m'a semblé, c'est juste un petit détail, à un moment donné, j'ai pensé à Murnau, je sais pas, quand on voit ces horloges que vous filmez un peu de travers, que la caméra commence à partir dans tous les sens, ça me fait penser à Nosferatu, voilà, ce passage-là. J'ai remarqué que c'est un tout petit détail on entend des pans, je crois, au départ, et après on les voit en tant qu'objet encadrant la tête, je ne sais plus quel homme, et je suis sûre qu'on pourrait passer des heures comme ça à lire votre film. Mais moi, je ne l'ai pas ressenti dans une inquiétante étrangeté, mais plutôt comme un récit initiatique, et qui ne prend son sens que tout à fait à la fin, quand tout est vécu, et qu'il y a une forme, voilà, qui est le phénix, parce qu'on comprend quand même que tous ces traits vont finir par donner la forme du phénix, quoi. En tout cas, un très grand merci. Allez, on va tricher, mais on va prendre une Merci dernière par Dominique Cabrera. Et après, on sent parce qu'il y a vraiment du tango là-bas, et c'est hyper bien. Hein. Oui, il y a une des choses que j'ai beaucoup aimé ce film, et une des choses qui m'a épaté, en fait, c'est la musicalité des mouvements de caméra. Et j'aimerais savoir comment vous les avez tournés, ces mouvements de caméra. Est-ce que vous les avez écrits à l'avance? Est-ce que vous les avez improvisés? Est-ce que c'est des travelling? Est-ce que comment la cuisine de ces mouvements de caméra? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en quelques instants? Tout est écrit. C'est comme ça que j'ai travaillé toute ma vie depuis mon premier court-métrage. Mais maintenant, ça arrive à un point. Tout est écrit. C'est comme mes textes. Comme je dessine mal, j'aurais aimé pouvoir dessiner mes plantes, mais je ne sais pas dessiner aussi bien. Je fais des plantes, mais je décris avec des mots. Et ça fait un texte un peu nouveau roman. Un peu comment tout est rebrié, parce qu'il dit 10 cm à droite, il y a telle chose, il accroche le truc, il sait, l'autre passe devant. Donc, tout est strictement écrit. Et puis, vous savez, il y a plusieurs grands courants dans la création cinématographique. On pourrait dire qu'il y a 2 grandes écoles qui se vérifient dans presque toutes les écoles. Il y a ceux qui imaginent entièrement ce qu'ils vont réaliser. Je sais très vaste comme école, mais il y a ceux qui imaginent entièrement et puis essayent de plier la réalité, les éléments, les décors, les personnages, l'inflexion de voix, tout ça, à ceux qui ont imaginé. Et puis à ces autres qui sortent chercher une certaine réalité dehors et avec un système de collage, ils arrivent à faire des films. Je veux dire des positions claires entre Einstein, Einstein et Zigaberto, c'est positions, voilà. Mais dans les impressionnistes aussi, il y a des représentants de différentes écoles. Et moi, toute ma vie, je ne sais pas pourquoi, j'essaye d'imaginer tous les films, tout, et j'écris mes scénarios et puis les plans, et exactement la même quantité des plans que j'écris qui sont après dans les films. Et puis les films ressemblent beaucoup, bon, ils ressemblent pas beaucoup, mais ils sont écrits avant, comme si je les voyais après et je les rédigeais, mais ils sont écrits d'avance. Et alors le jeu, la souffrance, la passion, c'est d'essayer d'arriver à plier ça en image et en son et en montage, et à ce temps unique avec cette chose qui est le montage. Et voilà, essayer de mettre en image et en son ce que j'ai imaginé. Donc évidemment, les mouvements des caméras sont très très volus et obéissent à des règles, des trucs. Voilà. C'est ma cuisine, mais c'est comme ça que je vis. Voilà. En faisant ça, oui, avec beaucoup de patience et d'obsession. Voilà.
Et je veux dire que je n'ai pas parlé de la mise en scène des théâtres parce que je n'ai pas vu cette pièce, c'est une grossièreté. J'aurais dû pouvoir parler du spectacle que je n'ai pas vu. Alors, pas encore pas encore, alors je viendrai le voir, ça, mais je veux dire, voilà, donc je m'excuse que je n'ai pas pu parler de ces spectacles dont on m'a dit beaucoup, beaucoup de bien. Merci beaucoup à tous les 5. Merci Hugo Santiago, merci Cristina Bassero, merci Alexandra Morera Lacetra et Gaston Solari pour la traduction. Merci à tous. Il y a vraiment du tango au CDN maintenant. Il y a une bouffe argentine, il ne faut pas la rater. Et il y a évidemment Cinéastas à 20h. Merci de votre participation et merci au CDN.